Je sais pas si tu es au courant, mais l'espérance de vie d'un corps humain, elle est de 120 ans, avec le mode d'emploi. Le problème, c'est qu'on nous l'a pas donné. Alors mes chers contemporains, bonjour. Alors dans cet épisode, on va étudier justement l'hygiène de vie. Comment le fait d'avoir des notions d'hygiène de vie te permet de rallonger énormément ton espérance de vie. Ça te permet de négocier avec la mort. Du coup, on discutera alimentation, hydratation, sommeil, activité physique, sociale, l'exposition au soleil, l'ergonomie. Mais avant de parler d'hygiène de vie, on sera obligé de commencer par l'hygiène. Alors l'hygiène, c'est quelque chose qui existe depuis que le vivant existe, puisque déjà, nos cellules avaient conscience de la notion de souillure, de toxicité, de déchets, puisqu'une cellule elle-même évacue ses déchets et se crée des défenses ou se maintient à distance d'éléments extérieurs qui pourraient être dangereux pour sa survie. En fait, ça existe depuis toujours. J'aimerais te soulever une question qui a longtemps taraudé mon esprit. Je suis né dans une famille de médicaux. J'ai côtoyé la médecine depuis toujours. Les patients, tous les problèmes de pathologie. Je me suis posé cette question de pourquoi il y a des gens qui meurent beaucoup plus tôt que les autres. Et mince, pourquoi il y en a qui vivent si longtemps? T'as des gens à 40 ans, ils sont déjà plus là, d'autres à 50. Et t'en as à 80 ans, t'as mamie qui continue de faire la Java avec les petits-enfants et de s'éclater et de voyager. Je trouvais ça hyper injuste. Comme s'il y avait un secret que certains connaissaient qui leur permettait quasiment doubler leur espérance de vie par rapport à d'autres. Je sais pas toi, mais moi, un tel secret, j'avais envie d'en être. Alors je me suis pensé sur ce sujet. Et ça fait des années que je travaille là-dessus. Ça s'appelle, du coup, l'hygiène de vie. Ça vient du grec Hygie. Hygie était une déesse qui était la fille de Asclépios, le dieu de la médecine. Alors tout démarre au Paléolithique. Au Paléolithique, l'être humain, il est nomade. Il voyage par petites tribus. Il ne reste jamais au même endroit très longtemps puisqu'il suit les troupeaux, le climat, les saisons. Il s'adapte à ça en permanence. La grande découverte pour son hygiène de vie, où l'espérance de vie était moins de 20 ans à cette époque-là, le feu. Pourquoi? Parce que le feu va permettre déjà de se protéger, de se réchauffer, d'explorer des zones qui n'étaient pas accessibles comme les grottes et également de permettre la cuisson des aliments. La cuisson, pourquoi c'est utile? Parce que ça permet de stériliser la viande par rapport aux parasites, aux bactéries. Ça permet aussi de mettre à disposition différents nutriments qui seront utiles à la croissance du cerveau tout en réduisant l'effort nécessaire au tube digestif pour digérer, ce qui permet la croissance de ton cerveau. Ensuite apparaît le néolithique. Le néolithique, c'est le début de la sédentarisation. On est en moins 11 000, moins 3 000 avant Jésus-Christ. Le néolithique, cette sédentarisation, elle permet à l'être humain de commencer l'élevage, l'agriculture. Chacun va trouver sa place pour aussi s'adapter à cet environnement qui maintenant ne change plus, puisque l'homme est sédentarisé au même endroit, ce qui va lui permettre aussi de réfléchir, de développer sa société, de développer son champ de connaissances. Il est capable désormais de pousser des expériences durables au même endroit. Le problème de la sédentarisation, c'est que du coup, l'homme étant toujours au même endroit, il va déféquer, poser ses morts, déposer toutes les souillures ici de son mode de vie du quotidien, là où il vit. Et là, ça va le mettre en contamination aussi avec certains agents. D'ailleurs, le coronavirus, depuis la domestication des animaux, qui à la base, sur le plan biologique, une poule n'a rien à faire avec toi au même endroit. On n'est pas du tout les mêmes animaux. Et avec la domestication, l'être humain, il se retrouve complètement confronté à des virus, à des bactéries, des parasites qui, normalement, n'étaient pas présentes avec une si forte proximité. Ensuite, il y a l'Antiquité. C'est une grande révolution au niveau de l'Antiquité puisqu'il y a l'écriture. C'est extraordinaire parce que ça permet de rassembler les connaissances de façon durable et au même endroit. Et ça permet même à la personne, au sachant, avant ce qui était que de la transmission orale, ça permet maintenant à des écrits, à des connaissances de perdurer à la mort de la personne qui n'est plus là. Alors l'hygiène de vie, en fait, on est complètement dans le darwinisme puisque c'est l'adaptation au milieu extérieur. Elle se connecte aussi à la notion d'hygiène. Moins 2500 ans avant Jésus-Christ à peu près, chez les Chinois, on avait un empereur qui s'appelait Huan Yongdi, qui avait tellement peur de mourir qu'il a rassemblé tous les scientifiques de son royaume pour trouver une méthode pour ne pas mourir. Alors tu t'en doutes bien, ils n'ont pas trouvé, mais la communion des savoirs a permis de mettre en place les préceptes de l'hygiène de vie. Ça passait par l'alimentation, les règles d'hygiène de base et l'activité physique aussi, pour entretenir le corps, d'où le tai chi et le qigong. Eux, ça fait 4500 ans qu'ils sont au courant de ça en Asie. Chez nous, ça commence chez les Grecs. Chez les Grecs, il y avait déjà des notions de bain qui étaient privilégiées pour ceux qui étaient dans l'activité physique, puisque ils étaient pleins de sueur, donc ils prenaient des bains d'eau froide au départ parce que ça tonifiait le corps, les chairs, et puis après l'usage d'huile et de sable nécessitait l'utilisation d'une eau chaude et c'est le début des bains à vapeur. On est à peu près en moins 600 chez les Grecs.
Grecs à cette époque-là. Ensuite, il y a l'Empire romain. Il y a une autre évolution, c'est grâce à l'ingénierie, la communion des savoirs, aux connaissances hydrauliques, on va mettre en place des thermes, des grands bains immenses, colossaux, dans lesquels les Romains avaient le droit. C'était des bains publics, accessibles à tous, où ils pouvaient se sociabiliser, s'entretenir au niveau de l'hygiène et avoir accès aux différents soins. Alors un être humain moyen, pour info, il consomme aujourd'hui en occidental 124-125 litres d'eau par jour. À l'époque, ils étaient à 1000 litres d'eau par jour. Au Moyen-Âge, c'est une époque qu'on voit dans l'inconscient collectif aujourd'hui comme une époque très sombre. Faut pas oublier que le Moyen-Âge, c'est le début des procès équitables avec l'Inquisition. Et au niveau de la santé, il y avait les étruves. C'était des grands baquets, comme des gros tonneaux, dans lesquels on pouvait aller à 1, à 2, voire même à plus, pour justement se laver. C'était des bars dans lesquels on pouvait se baigner, picoler, et en même temps on pouvait s'adonner au plaisir de la chair. Alors au 15e siècle, problème, c'est que les notions d'hygiène sur tout le reste, l'évacuation des eaux, le problème des excréments, le problème des morts, tout ça se balançait la plupart du temps dans la rivière d'à côté et par la fenêtre. Donc ça nous pendait au nez, épidémie. La grande peste, la syphilis, toutes ces choses-là sont installées et les bains à étruves ont été fuis puis fermés parce que ça permettait la propagation de ces agents-là. Ensuite arrive une période merveilleuse, la Renaissance. La Renaissance, c'est génial. À cette époque-là, l'eau, c'est sale. L'eau, ça rend malade. L'eau, ça fragilise ton corps. Donc toute la noblesse de la Renaissance s'exposait le moins possible à l'eau. Le roi Soleil avait juste, pour seul liquide dans son hygiène de vie, du vin pour lui laver les mains. C'est tout. Le reste, on utilisait des onguents, des poudres, des parfums pour justement créer des odeurs très agréables sur le corps et ils se tartinaient de maintes produits. D'ailleurs, dans les salons, dans les banquets, les gens qui étaient près des feux de cheminée avaient même sur un trépied un espèce de cache-visage pour éviter que le maquillage et toute cette pâte de crasse littéralement coule de leur visage. Alors il faut attendre 1770 pour la réouverture des bains publics, notamment à Paris. En 1850, il faut se rendre compte qu'en termes d'hygiène, un Français moyen se lavait tous les 2 ans. Waouh, mindfuck. Au début 1800, il y a le docteur Ignace Philippe Semmelweis. Bref, un docteur hongrois qui dit à ses collègues, écoutez, je pense que se laver les mains au savon permettrait de réduire les risques d'infection et de létalité post-opératoire. Et là, le mec fait une tollée. Tous les médecins se moquent de lui et ils veulent carrément le faire radier du droit d'exercer la médecine. Il se démonte pas, Qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble des données au fur et à mesure de ses opérations pour ensuite, paf, nous pondre un rapport de ses statistiques post-opératoires. Et là, il n'y a plus matière à négocier, son taux de mortalité, il est plus de 30% inférieur aux autres. Ce qu'il fait fonctionne et ça y est, c'est le début du lavage des mains par les médecins. Et après, ça s'est répandu sur leurs conseils à la société. Au 19e, en termes d'hygiène de vie, de se laver était encore sujet à débat. Et la grande majorité, d'ailleurs, ne le faisait pas. Au 20e siècle, le grand débat est au niveau de l'activité physique. Il y a des gens qui savent que faire du sport permet d'entretenir toute la mécanique, la tuyauterie, tout le système à l'intérieur, et d'autres, la grande majorité, qui malheureusement pensent que, il y a des gens qui sont faits pour le sport et d'autres pas. Et au 21e siècle, les petits malins qui sont déjà à jour avec toutes ces notions-là, ils ont compris aussi que méditer, grâce à l'avènement des neurosciences, on a fait toutes ces découvertes-là. La méditation permettait aussi de rallonger son espérance de vie. Malheureusement, il y a encore une grande majorité de gens qui pensent que c'est un truc de perché et que ça sert à rien. Et toi, t'as envie de vivre plus longtemps? L'espérance de vie en 1800, elle était de 30 ans. Un bain tous les 2 ans. En 1900, elle est de 45 ans. En 1950, elle est de 65 ans. Et à partir des années 2000, on a passé les 80 ans grâce à tous les progrès scientifiques, sociétaux, d'hygiène, d'alimentation, de médication et de traitement. Donc voilà pour l'hygiène, ça faisait déjà une grosse partie. C'est pour ça que j'ai voulu scinder la vidéo en 2. Je voulais te garder quand même avec moi. Dans la prochaine vidéo, on parlera vraiment de l'hygiène de vie. Reste connecté, abonne-toi, oublie pas la petite cloche pour les notifications. Sois à l'aise avec l'inconnu, car c'est là que la science démarre. Ciao!